On est dans une période tout à fait inédite qui ressemble un peu à une espèce de descente aux enfers qui n'avait pas été annoncée. Donc en fait, le Brexit a eu lieu sur un malentendu. On a promis beaucoup de choses, notamment de reprendre son contrôle, mais il faut essayer de comprendre pourquoi les Britanniques ont demandé ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux communes, il y a une majorité conservatrice qui a été reconduite en portant Boris Johnson au pouvoir. Depuis, il y a eu d'autres premiers ministres qui sont venus, beaucoup en peu de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore ce qu'on appelle les backbenchers, qui sont donc les députés de base, qui, eux, sont toujours pour des baisses d'impôts, sont toujours pour reprendre le contrôle, pour se démarquer de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a un grand débat qui est sur la Convention européenne des droits de l'homme, qui pourtant a été mise en place par Churchill à l'époque, dans les années 50, avec les Européens du continent. C'était une des premières mesures, finalement, où le Royaume-Uni rejoignait le continent. Et on est sur des sujets qui sont la frontière avec l'Irlande, des sujets qui touchent évidemment la question du Rwanda, l'expulsion des migrants au Rwanda. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie. Elle doit se prononcer un jour et on dit mais sortons. Et donc on est profondément dans une espèce de gymnastique toujours soutenue par une partie de l'opinion, pour une raison si je peux dire, c'est que le Royaume-Uni, on doit le comprendre, n'a pas la même histoire que nous. C'est une histoire d'un pays qui a toujours résisté à tout, qui est sur sa fierté. Et une partie du Brexit s'explique comme ça, mais on pourra y revenir. Cette insularité britannique, c'est... D'abord, Claudia Cohen, est-ce que vous attendiez à ce que le Brexit soit approuvé par les Britanniques? Alors, à titre personnel, moi j'habitais dans le nord de l'Angleterre, à Lancaster, qui est un petit village à côté de Manchester, où les gens ont majoritairement voté pour quitter l'Union européenne. Pour deux raisons. La première, le service de santé au cœur du pays, du NHS. Il ne faut pas oublier quand même que le slogan du Brexit à l'époque, c'était de donner les 350 millions de livres que prenait l'Europe allait être rendu au service de santé. Aujourd'hui, le pays, comme la France et comme tout le monde, a été éprouvé par la crise sanitaire. Et en fait, on demande simplement où est passé cet argent que nous donnions à l'Union européenne et qui, vraisemblablement, n'est pas dans les caisses du NHS. Ensuite, j'ajouterai la colère qui existe aujourd'hui dans les services de santé est également due à un manque de personnel, d'infirmiers, qui est lié au Brexit parce que les Européens sont moins venus pour participer à l'effort collectif dans les hôpitaux et puis certains, simplement, sont partis. Donc, je pense on dit qu'il y a 300 000 travailleurs qui ont quitté le Royaume-Uni à la faveur du Brexit. Pourquoi on connaît l'explication de cet exode, Arnaud? Le Covid. Oui, alors c'est ça. C'est tout le problème. C'est qu'en fait, il y a eu une conjonction, en fait, il y a eu le Brexit et derrière, vous avez deux choses. Vous avez évidemment le Covid, la pandémie, et puis la guerre en Ukraine. Donc deux choses qui ont un peu bouleversé les plans. Pour les travailleurs, il y a un gros déficit de main-d'œuvre, une grosse pénurie de main-d'œuvre au Royaume-Uni, comme le disait Claudia. Alors, donc, le NHS en a souffert. Ça touche beaucoup l'hôtellerie, la restauration, les transports et aussi l'agriculture. Et le problème, il y a beaucoup de travailleurs qui sont partis au moment du Covid, des travailleurs européens, et qui, soit se sont aperçus qu'il y avait du travail finalement en Europe chez eux, des Polonais, des Tchèques, notamment, et finalement, ils ont maintenant beaucoup de difficultés à revenir, parce que pour des questions de visa, donc ils ne reviennent pas. Et par ailleurs, au Royaume-Uni, mais ça c'est une question compliquée, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du marché du travail aussi, qui n'y reviennent pas. Donc il y a un déficit de main-d'œuvre important, et qui pèse assez fortement sur l'économie. Et on voit aujourd'hui des acteurs importants. On l'a vu, par exemple, le patron de Marks & Spencer, le patron de Dyson aussi, enfin des groupes importants qui disent, mais attendez, qui demandent au gouvernement, relâchez un peu les règles parce qu'on manque de main-d'œuvre. Cyril, pour vous, c'est le Brexit qui était intenable, ou les promesses du Brexit qui étaient intenables, ou bien c'est une espèce d'alignement néfaste des difficultés? Je crois qu'au départ, il y a un malentendu. Il y a un malentendu profond sur ce Brexit. Il était vécu comme une reprise de liberté. C'est-à-dire que le Britannique se sentait oppressé par l'Europe, prisonnier de l'Europe, et ne se rendait pas compte en fait de tous les avantages. Parce que la classe politique ne lui faisait pas tellement miroiter les avantages. La classe politique, mais aussi les médias. Il y a une importante... on sait, Boris Johnson était au Télégraphe à Bruxelles, il était correspondant du Télégraphe à Bruxelles, et il a inventé de toutes pièces des histoires... C'est pas le plus scrupuleux des correspondants. Mais c'est ça, il a inventé de toutes pièces des histoires mirobolantes sur l'Europe pour dire, voilà, l'Europe oblige les bananes à faire telle taille, telle courbure.
Et c'était avalé, ça plaisait énormément aux conservateurs, lecteurs des Télégraphes. Et après, les patrons de presse concurrents du Télégraphe disaient, mais regardez ces histoires que nous raconte M. Johnson à Bruxelles, il faut faire mieux. Et donc il y a eu une espèce de surenchère sur les histoires anti-européennes. Et ça depuis Boris Johnson, ça ne s'est pas amélioré. Les médias sont vraiment très critiques sur l'Europe. Maurice Gourdon-Montagne, c'est quelque chose que vous perceviez en tant que représentant d'un pays justement européen, cette espèce de Europe bashing, de critique de l'Europe un peu systématique? Et moi, j'ai été pendant près de 4 ans, j'ai représenté la France à Londres pendant près de 4 ans. Je n'ai jamais rencontré un officiel britannique, alors que le Royaume-Uni était complètement dans l'Europe, qui ait défendu l'Union européenne. Et là, je pense qu'il y a aussi un malentendu dès l'origine. L'adhésion, c'est une adhésion finalement à ce grand marché. Et c'est d'ailleurs un commissaire européen britannique, qui en 1986 a créé le marché unique. Bon. Pour le reste, quand on est anglais, qu'on est du côté des vainqueurs depuis 1815, Waterloo, la guerre de Crimée, la guerre de 14, etc. Après tout, et qu'on se retrouve à défendre, je dirais, le bien, l'honneur contre les nazis. Le Blitz, 47 jours, bref, on sort de la guerre du côté du camp des vainqueurs, avec les Américains, les Russes, les Français, qui ont rejoint. Mais donc, pourquoi adhérer à l'Union européenne, qui consiste à transférer les compétences du Parlement, sur les questions commerciales notamment, les transférer à Bruxelles et se retrouver aux côtés des perdants de la guerre qui, eux, avaient besoin de transcender finalement la défaite qu'ils avaient vécue tous, soit en 40, soit en 45. Donc il y a vraiment un malentendu. Je reviens sur le mot que vous avez prononcé, c'est profondément un malentendu. Donc on a eu des Britanniques qui, très vite, rappelons-nous Mme Thatcher, je veux récupérer mon argent, dès 1980. Ensuite, on a eu, quand ça n'a plus marché, dans les années 2005, après, au moment où ça se compliquait un petit peu, les Britanniques disaient, mais somme toute, on voudrait réformer l'Europe. L'Europe telle qu'elle existe, les transferts politiques à l'Europe, le projet politique, les Anglais n'y ont jamais adhéré, parce qu'ils sont différents de ceux du continent. Voilà, donc on est arrivé là. Je n'ai donc pas été vraiment surpris de voir ceci. Alors c'est vrai, comme le disait Claudia, c'est quelque chose qui a été largement voté, non pas par Londres, où les gens sont complètement intégrés dans la vie de la mondialisation, et dans la vie européenne, mais le reste de l'Angleterre, se dit après tout, on est différent, pourquoi aller nous accoquiner avec ces gens qui ne représentent pas les mêmes idéaux que nous? Mais alors aujourd'hui, Claudia, est-ce que vraiment il n'y a rien à sauver du Brexit? Non, moi je ne pense pas du tout. Comme le disait Arnaud, il y a une conjonction de facteurs actuellement qui tous les chiffres qu'on voit dégradés de l'économie, nous n'arrivons pas aujourd'hui à expliquer quelle part exactement peut-on imputer aux conséquences du Brexit. Il y a une inflation très élevée, 9,2%, un peu plus de 10% l'inflation. Plus de 10. Bon. Donc plus élevé que la moyenne des pays européens. Par contre, au niveau du chômage, on est sur le chômage le plus bas depuis 40 ans, autour de 3,5% quand même au Royaume-Uni, donc tout ne va quand même pas si mal. Mais je pense qu'au fil... en fait, la promesse du Brexit était de se dire que même en temps rude, on arriverait à survivre seul. Je pense qu'aujourd'hui... C'était même un petit peu plus que ça. Je crois qu'on va écouter dans un instant ce que disait Boris Johnson il y a 3 ans. Je ne sais pas si le magnéto est prêt, mais c'est intéressant de l'écouter. Et aujourd'hui, avec ce manifeste, nous promettons 50 000 infirmières et infirmiers supplémentaires et 50 millions de rendez-vous de plus en médecine généraliste. Et aujourd'hui, nous garantissons au peuple britannique que nous lutterons contre la criminalité avec 20 000 officiers de police supplémentaires et des peines plus sévères et que nous améliorerons notre système d'immigration avec un système de points à l'australienne. Que nous investirons des millions de plus chaque semaine dans les sciences, dans les écoles, dans l'apprentissage et dans les infrastructures et que nous contrôlerons notre dette en même temps et nous atteindrons le zéro net d'émissions d'ici 2050 avec des solutions d'énergie propres. Arnaud de Lagrange, c'est pour ça que la potion a l'air d'être amère maintenant, parce qu'on avait quand même rasé gratis ou promis de raser gratis. Oui, le problème, c'est que les dividendes du Brexit tardent à venir. Alors, il faut aussi se méfier, c'est-à-dire que des changements géopolitiques majeurs comme ça, comme se séparer de l'Union européenne, prend du temps. Le vrai bilan, on le fera dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc il faut boire frais, comme disent les marins bretons. Mais non, il y a une chose, c'est qu'en effet, on voit bien aujourd'hui que
et ça, ce n'est pas polémique. Par exemple, l'organisme de prévision du gouvernement britannique, l'OBR, a dit que la taille de l'économie britannique, à cause du Brexit, là ils ont essayé de faire de différencier par rapport à la pandémie, allait être réduite de 4%. Les exportations ont baissé plus qu'ailleurs dans le monde. Il y a ces problèmes de main-d'œuvre. Il y a ces prévisions du FMI qui nous disent, par exemple, que le Royaume-Uni va être en récession, la seule grande économie développée à être en récession, fera moins bien que la Russie sous sanctions, ce qui est quand même un peu humiliant. Donc, sur le plan économique, ça va pas très très bien. Et sur le plan, Maurice Gourdeau-Montagne évoquait tout à l'heure cette histoire de la Cour européenne des droits de l'homme. Même la question de l'immigration, qui était une des grandes promesses du Brexit, ça ne fonctionne pas non plus pour le moment, puisque l'an dernier, le sol migratoire a été de 500 000 à peu près personnes, le plus élevé qui ait eu depuis très longtemps. Alors, ils ont repris quand même le contrôle de leurs frontières. Mais non, ça ne fonctionne pour le moment pas très bien. Alors, si vous voulez, donc il y a ce problème. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les sondages montrent que 58% des Britanniques, alors, la plupart pensent que le Brexit se passe mal. C'est pas pour ça qu'ils regrettent forcément. Ils voteraient peut-être toujours pour le Brexit. Attention. Mais il y a quand même un mouvement qui apparaît, que vous avez évoqué dans les colonnes du journal, qu'on appelle maintenant les Brexiteers. Les Brexiteers, ceux qui regrettent le Brexit. Les Brexiteers. On dit que ce serait peut-être 58%, enfin plus aujourd'hui à le regretter. Mais en fait, ça dépend comment on pose la question. Si on leur dit, est-ce que le Brexit se passe bien ou est-ce que vous regrettez le Brexit, ils peuvent dire, mais si vous leur dites, est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'Union européenne et par exemple à rentrer à nouveau dans Schengen ou à abandonner la livre, ils ne veulent pas entendre parler. Et pour terminer là-dessus, il y a une chose, c'est que quelquefois, les gens se disent, on a l'impression, du coup, les Britanniques regrettent et peut-être qu'ils vont demain rejoindre l'Union européenne. Alors, j'en sais rien, peut-être que ça arrivera dans 20 ou 30 ans. Mais il n'en est pas question pour moi. Et la classe politique, les conservateurs, il n'en est pas question. Même si on en parlera peut-être après, mais Rishi Sunak essaie d'avoir une voix plus modérée que Boris Johnson et plus conciliant vis-à-vis des Européens, il est pragmatique, il a besoin certainement d'un accord, notamment sur l'Irlande du Nord. Voilà. Mais le Labour lui-même, l'opposition travailliste, ne remet pas en question le Brexit, a dit maintenant, OK, c'est acté, ils veulent essayer aussi d'améliorer les choses, donc le Brexit n'est pas remis en cause par aucun des grands partis politiques, par exemple. Donc, il n'en est pas question pour le moment de revenir là-dessus. Oui, Claudia La subtilité du sondage que vous soulignez, c'est justement le mot, c'est l'exécution. Ce qui est remis en cause, c'est l'exécution qui a été faite par les gouvernements successifs du Brexit. Notamment les subtilités de l'accord qui a été signé avec l'Union européenne, où aujourd'hui, même Rishi Sunak, il me semble, certains s'accordent à dire qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal négociées aussi. Et quant aux entreprises, il y en a aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, 1 sur 5 qui a arrêté d'exporter depuis le Brexit, et elle pointe des lourdeurs administratives. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pas qui sont à corriger et qui sont possibles de corriger pour fluidifier le process même. Mais Maurice Gourdeau-Montagne, les fondamentaux de cette affaire, c'est quand même que le Royaume-Uni s'est coupé de son principal marché. Alors comment le remplacer? Et c'est là où vous soulevez la question centrale, à mon avis. Quand on est un pays qui pratique le libre-échange, qui est un pays de commerce, et qu'on a un espace qui s'appelle le marché unique européen, avec lequel on fait à peu près entre 60 et 70% de ces échanges extérieurs, pourquoi, diable, ériger des barrières qui bloquent, je dirais, les échanges commerciaux? Premièrement. Deuxièmement... Vous avez la réponse? Non, la réponse, elle est politique. Elle est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas comme ceux du continent. Nous avons une histoire différente et voilà, on ne voit pas pourquoi on se plierait à leurs règles. Deuxièmement, il y a l'économie financière. Le Royaume-Uni a toujours besoin, je dirais, de faire des transactions financières, et c'était la City qui jouait ce rôle, pour compenser le déficit commercial qui a toujours existé. L'Angleterre n'a pas tant à exporter qu'elle a eu dans le passé. Or, aujourd'hui, la City a été dépassée par la place de Paris. J'ai appris ça la semaine dernière. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais ce qui est certain, c'est que les Britanniques ont perdu ce qu'on appelait le passeport européen. C'était donc le droit de faire des transactions en euros alors qu'ils ne sont pas dans la zone euro. Ils avaient obtenu ce privilège. Ils le faisaient très bien parce qu'ils ont un savoir-faire financier. Aujourd'hui, non plus ça. Donc, de tous les côtés, la machine fuit, la machine ne fonctionne pas. Et la prise de conscience de ça n'est pas encore là. Elle viendra sans doute. Mais je crois, et je rejoins Claudia et vous tous, il ne faut pas enterrer le Royaume-Uni trop vite. Bien sûr. Sûrement pas. Parce que les capacités de rebond de ce pays, qu'il a prouvé à travers son histoire, d'ailleurs, c'était le pari qu'on faisait au moment du Brexit. On l'a fait de manière un peu prématurée nous-mêmes. On aurait tort. Cyril, est-ce que les Britanniques
est-ce que c'est un peuple qui est prêt à souffrir pour son indépendance? Parce qu'en fait, c'est ça qui lui est posé aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, Maurice Gordon-Mondial l'a très bien dit, en fait, ils se sentent différents et ils sont prêts, parce qu'ils en sont persuadés. En fait, moi, je pense qu'il y a un sentiment de supériorité vis-à-vis du continent. Ouais. Le Britannique se sent supérieur, le continent s'est plié face aux nazis, on s'est aplati, et il n'y avait qu'un seul pays qui a résisté, c'est la Grande-Bretagne. Donc, depuis ce moment-là, dans l'imaginaire des petits garçons, le Britannique, il est dans son Spitfire, il abat le Messerschmitt allemand qui assiège la forteresse Britannia. Donc, et ce symbole-là, il est dans toutes les mentalités, et ça fait que leur vision de l'Europe est complètement faussée. La vision des Européens et de l'Europe est faussée, et je pense qu'ils sont prêts à accepter des agréments, même des agréments économiques lourds, plutôt que de revenir sur cette décision qui finalement est faite, quoi. Il y a un éditorialiste qui résumait ça assez bien. La Grande-Bretagne s'est tiré une balle dans le pied avec le Brexit, mais ce n'est it's just a flesh wound. C'est juste une blessure. Juste une blessure. L'animal n'est pas, est loin d'être mort. Ouais. Voilà. Arnaud de Lagrange, la société britannique, parce qu'on a beaucoup parlé d'économie, mais il y a quand même aussi, la société est un peu traversée par une crise. Vous avez récemment fait une interview qui paraîtra bientôt dans le Figaro de Théodore Zeldin. Il parle de ce royaume des unis, du fait que c'était le pays de la liberté, on n'arrive plus à se parler. Oui, mais en fait, le fond du problème, et Maurice Gourdeau-Montagne, c'est très important ce qu'il a souligné, et ce que disait aussi du coup Cyril aussi, c'est que il y a cette notion de cet exceptionnalisme britannique. Ouais. Ils ont l'impression d'être spécifiques, ce qui est vrai pour certaines choses, mais du coup, ça crée évidemment une mentalité très particulière. Il faut vraiment la penser, cette mentalité, qui se traduit parfois d'ailleurs par des propos excessifs. Je crois que c'est Boris Johnson, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Brexit, qui avait comparé un peu l'Union européenne, avait dit, en gros, à chaque fois le continent essayait de nous mettre sous tutelle, que ce soit Napoléon ou Hitler, l'Union européenne essaie de faire pareil, ce qui était peut-être un peu... un petit peu exagéré. Un petit peu outrancier, mais l'homme est connu. Non, mais donc, il y a ce sentiment-là. Okay. Ce qui fait que le Brexit était avant tout, comme disait Maurice Gourdeau-Montagne, une vision idéologique et politique, et pas tellement préparée dans les faits, et faisant plutôt référence à l'histoire et oubliant un peu la géographie, parce qu'en effet, le marché unique, il est là, il est à sa porte. Enfin, le marché européen, il est là, donc on ne s'en coupe pas. Mais, et pour en venir à votre question, Philippe, c'est aujourd'hui, il y a une phase de doute. C'est-à-dire qu'au-delà du problème social, il y a un problème, il y a la crise du coût de la vie, il y a une inflation à 10%, donc il y a des revendications, des grèves pour augmenter les salaires. Ça, c'est conjoncturel. Mais au-delà de ça, mais sans l'exagérer non plus, parce que je pense que Maurice Gourdeau-Montagne l'a aussi dit, il ne faut pas enterrer les Britanniques. Ils ont une capacité de résilience qui est extrêmement forte et ils sont très pragmatiques. Mais il y a quand même une crise de fond, de doute qui est là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont... Le doute s'est immiscé sur un certain nombre de choses. L'exceptionnalisme britannique, il se disait justement, en quittant l'Europe, ils avaient l'impression que le grand large, tout le monde allait leur ouvrir les bras, et notamment les États-Unis. Le grand accord commercial avec les États-Unis, pour le moment, il n'est pas là, et à mon avis, il n'est pas prêt d'être là. Les Américains ne sont pas décidés à leur offrir. C'est une chose. Donc, ils ne sont pas finalement accueillis à bras ouverts autant qu'ils l'imaginaient. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi une phase de doute sur leurs institutions. Alors, d'une part, le NHS, on en parlait tout à l'heure, qui est le fondement de la société, etc. Bon, on voit bien que c'est pour des tas de raisons, on pourra en reparler, parce qu'il y a eu l'austérité pendant une dizaine d'années. Enfin, bon, bref, ces systèmes sont fragilisés. Et la démocratie parlementaire britannique, qui est un peu, c'est la Chambre des communes, c'est la Chambre des lords, enfin, le Parlement britannique, c'est la mère de tous les parlements. Bon, ben voilà, on sent que le système s'est aussi un peu grippé. Et on le voit bien, ce qui s'est passé depuis 2019 au Parlement. Donc, ils ont l'impression d'une... en gros, on entend souvent dire maintenant, de manière peut-être exagérée, mais on se dit parfois les Britanniques deviennent français, ils sont en train de dire plus rien ne fonctionne. On a l'impression qu'ils sont en train ils sont comme nous, en train de s'inquiéter de tout. Ils s'inquiètent d'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes amortisseurs sociaux que sur le continent. Donc, je pense qu'il y a une... Alors, encore une fois, sans dire que c'est le chaos, la preuve, j'ai pu prendre un train pour arriver ici aujourd'hui. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas le chaos au Royaume-Uni. Le pays n'est pas complètement paralysé, loin de là. Mais ils sont certainement dans une phase de doute qui s'explique par des tas de facteurs. Mais le Brexit, depuis 2016, a aggravé tout ça parce que ça a créé des tensions dans la société. Et je pense qu'on pourra en parler après. Il y a un problème très important aussi, c'est celui du Parti conservateur au pouvoir. On en parlera peut-être après. Justement, on est entré dans notre deuxième point sur la responsabilité des politiques.